C'est un grand honneur pour moi d'être ici avec vous. Bon, on est là pour parler un peu de la grandeur de la France, on est là pour parler de la grandeur personnelle de chacun d'entre nous. De comment, parce que vous êtes tous, on n'est pas naïfs, on sait bien, on se souvient de ces paroles merveilleuses que nous disait déjà Platon il y a 2500 ans. La grandeur d'un pays, c'est la grandeur de ses habitants, de ses citoyens. Je crois en la grandeur de la France, bien évidemment, parce que je crois en la grandeur, de moins de la vocation à la grandeur de chacun des Français. Ce qui est intéressant, c'est que moi, je suis français, dans la mesure où je suis né ici en France, que j'ai une grand-mère française. J'ai aussi deux grands-parents russes qui ont fui la révolution bolchevique en 1919-1920, qui se sont installés en France, terre d'accueil. J'ai un grand-père géorgien du Caucase qui s'est aussi évadé de l'Union soviétique en 1926, qui s'est réfugié ici en France, qui était pour lui, comme pour mes grands-parents russes, une terre d'accueil, qui était la deuxième patrie. Donc j'ai du sang russe, du sang géorgien, du sang français. J'ai quitté la France à l'âge de 27 ans, donc j'ai vécu plus de la moitié de mon existence déjà à l'étranger. Ce qui me permet de regarder la France, de la voir avec un autre œil, de comprendre sa misère et sa grandeur. Ça fait du bien de voyager. On compare, et en comparant, on découvre des choses qu'on ne connaissait pas avant sur sa propre existence et sur son propre peuple. J'ai vécu 18 ans en Finlande et j'ai vécu les 10 dernières années à Moscou, en Russie. Je reviens de temps en temps en France et je suis avec vous aujourd'hui. Et je réfléchis un petit peu à notre sujet et la première chose qui me vient à l'esprit, c'est une grande joie. Cette joie de savoir qu'aujourd'hui il y a cette grande manifestation. C'est une joie incroyable de voir ces Français qui se lèvent et qui disent ça suffit, il y en a assez, on va faire quelque chose. Et je suis là parce que je pense que je dois être avec vous. Et je suis vraiment heureux de participer à cette manifestation, à cette réflexion, à cette action aujourd'hui. Très souvent, moi j'ai été appelé à réfléchir un petit peu pourquoi est-ce qu'on est arrivé là, comment est-ce possible qu'on soit arrivé là. Et tu réfléchis bien sûr un peu à cette histoire de la France, tu vois que c'est un peuple qui a donné des gens extraordinaires. Aujourd'hui encore, on canonise deux Français, une femme et un homme. Un peuple qui a donné des gens tout à fait extraordinaires. Et en même temps, un peuple, on a l'impression depuis 250 ans, qui est sous un joug monstrueux de pusillanime, d'idéologues. Et on se dit effectivement quand est-ce que tout ça va terminer. Et je disais hier, on compare facilement avec ce qui se passe en Russie. En Russie, il y a 70 ans de communisme, toutes ces années de communisme d'horreur, de souffrance. On a l'impression que en une vingtaine d'années, on s'est débarrassé de tout ça et qu'on court de l'avant pour essayer de retrouver une dignité et une identité nationale. Et ce que je vous disais hier, c'est que mon espoir, et j'en suis convaincu qu'en France aussi, ce mur de l'idéologie pusillanime, un jour s'éteindra, s'effondrera. Le gros problème que l'on rencontre dans ces régimes idéologiques, que ce soit le régime français comme le régime bolchevique, c'est le problème du mensonge. On vit dans le mensonge. Un mensonge monstrueux. À l'époque soviétique, ce qui se passait, c'est que bien des gens se rendaient un peu compte qu'il y avait un mensonge. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une terreur physique autour d'eux. Et ils se rendaient compte qu'il y a cette terreur physique, c'est probablement qu'il y a un mensonge derrière. Mais dans un régime cool, le régime des pusillanimes, et le régime qu'on nous a imposé il y a 250 ans, bien des gens, la majorité des personnes ne se rendent pas compte qu'il y a un mensonge monstrueux derrière. Et ce mensonge est peut-être beaucoup plus dangereux qu'un mensonge d'un totalitarisme violent. Quand tu regardes l'histoire de la Russie, tu te rends compte qu'il y a eu des démons assez puissants. Il y a eu des Trotsky, il y a eu des Lénine, il y a eu des Staline, il y a eu des Kaganovich, il y a eu des Sverdlov, il y a eu des types absolument incroyables. Tu te dis d'où est-ce qu'ils viennent ces gars-là ?
c'est pas des courageux, parce que le courage c'est une vertu. Mais ils ont une force absolument incroyable, une force démoniaque. Il n'y a pas que le courage qui produit la force, je veux dire qui produit l'énergie. Il y a aussi les forces démoniaques qui produisent de l'énergie. Et tu as des gens qui sont absolument pas courageux parce qu'ils ne sont pas prudents, parce qu'il n'y a pas de sagesse dans leur action, qu'ils ne peuvent pas être courageux, mais ils ont une force incroyable, une force délirante. C'est une force démoniaque. Il y a eu cette force démoniaque dans la révolution bolchevique, et il y a une force démoniaque aussi dans la révolution française. On est ici complètement idéologisé, de la même manière qu'un Russe dans les années 60-70 était idéologisé. Avec des goulags et tout pareil. Avec des goulags, bien sûr. Avec nos goulags à nous, bien sûr. Donc, ce que je pense ici d'une chose très claire, la première chose, c'est il ne faut pas avoir peur des mots. Il ne faut pas avoir peur des mots, il faut bien comprendre la situation qui se passe dans le monde. Il faut voir, en Russie, il y a beaucoup de problèmes, effectivement, encore aujourd'hui. Mais il y a un mouvement qui est le mouvement totalement opposé au mouvement qui se produit en Occident aux États-Unis. Il y a un mouvement qui est absolument, qu'on ne peut pas arrêter. Donc la première chose qui me vient fondamentalement à l'esprit, c'est le mensonge. Et le mensonge, on lutte contre le mensonge par la vérité. J'ai connu des hommes dans mon existence tout à fait extraordinaires qui m'ont beaucoup inspiré, et j'aime parler de ces personnes. Parce que le leadership, ce n'est pas des mots seulement, ce sont des gens. En 1991, lorsque j'étais déjà en Finlande, je me suis dit, il faut inviter le professeur Lejeune. Il faut inviter Jérôme Lejeune parce que la Finlande tombe dans ce délire, le délire de la culture de mort. Et donc, je vais appeler Jérôme et on va voir s'il est partant pour venir en Finlande et à Stockholm. On va organiser un séminaire, une conférence à Stockholm et à Helsinki, fondamentalement pour le professeur Lejeune, pour qu'il vienne nous parler de la dignité de la vie humaine. Et Jérôme avait accepté, c'était une grande joie pour moi, parce que comme ça j'ai pu passer 2 jours avec lui, le connaître et apprendre beaucoup de lui. Et donc on a commencé à faire un peu de publicité. Et, Jérôme devait parler dans un hôtel au centre de Helsinki. Il devait parler de la vie humaine, il devait parler de la vérité sur l'homme. 3 jours avant que commence ce séminaire, cette conférence, je reçois un coup de fil, numéro 2 du ministère de la Santé. Une femme, qui était la représentante en Finlande du Planned Parenthood Federation, la fédération du planning familial international, qui était la numéro 2 du ministère de la Santé. Et elle me dit, c'est un scandale, c'est une monstruosité, il faut annuler cette conférence. Elle connaissait Lejeune, bien sûr. Bien sûr qu'elle connaissait Lejeune. Et elle me menace de m'expulser de Finlande. Moi, un pauvre Français qui est en Finlande, je devrais être en Finlande comme n'importe quel autre Français, de m'expulser de Finlande si je fais venir Jérôme Lejeune sur le territoire finlandais. Vous voyez la peur de la vérité. Elle savait parfaitement que cette conférence serait quoi, 150, 200 personnes maximum. Ce serait dans un hôtel, il n'y aurait pas de télévision, il n'y aurait pas de radio. On allait se réunir pour parler avec des gens qu'on connaissait de la vie humaine, du développement de l'embryon. La simple présence de la vérité au cœur de la société finlandaise, une vérité qui ne serait pas sortie en dehors à l'extérieur de l'hôtel où on s'était réunis, était pour cette personne insupportable. Insupportable la vérité. L'insupportable la vérité que Jérôme Lejeune allait pouvoir expliquer sur la vie humaine, avec son calme, avec sa tranquillité, avec son merveilleux accent anglais, la tranquillité à laquelle il parlait, la peur.
régime idéologique a peur de la vérité. Il faut ne pas avoir peur de la vérité, il faut ne pas avoir peur d'employer les mots tels qu'ils sont. J'ai eu la chance de connaître aussi Alexandre Solzhenitsyn. Je suis allé le voir dans sa maison près de Moscou une dizaine d'années avant qu'il ne meure. La même chose. Ce sont des gens qui n'ont pas eu peur de dire la vérité, de crier la vérité. Solzhenitsyn, lorsqu'il a été expulsé de l'Union soviétique en 72-73, il a écrit une lettre extraordinaire au peuple russe. Ne pas vivre selon le mensonge. Il disait aux Russes, tu ne peux pas sortir dans la rue et dire la vérité parce que tu vas te faire arrêter, tu vas te faire tuer. Mais ce que tu peux faire, toi, c'est faire en sorte que le mensonge ne va pas se reproduire à travers toi. Tu peux faire partie de ces gens qui disent, ok, il y a du mensonge, mais moi je ne vais pas faire partie de ceux qui vont le perpétrer. Je vais vivre héroïquement. Dans une société soviétique, ne pas mentir, c'est un acte d'héroïsme. Donc je vais vivre héroïquement en ne devenant pas un de ces chaînons, de cette chaîne de mensonges qui se perpétue constamment dans le régime soviétique. La vérité. Passer toute sa vie à crier la vérité. Ce sont des gens tout à fait extraordinaires qui nous montrent un peu la grandeur de la personne humaine et qui nous font comprendre qu'au début à la base de toute réflexion, il doit y avoir cette recherche de la vérité, ce désir de dire la vérité, de ne pas avoir peur de ce que les gens pensent, de ce que tu dis. Donc il faut du courage, il faut de la sagesse, et il faut du leadership vertueux. Il faut du leadership vertueux, et ça commence vraiment par la vérité. Et le fait que vous soyez là tous ici aujourd'hui, que vous allez passer à la démonstration, moi c'est un acte, c'est une affirmation de cette vérité. Mais il faut avoir conscience qu'on vit dans un système qui est un système diabolique, qui est un système idéologique, et que dans ce système tout est bien formatisé, et que donc il faut arriver à sortir de ce système pour prononcer des mots qui soient différents, et il faut arriver à remettre les choses à leur place. Il ne faut pas rentrer dans ce dialogue de ce système. Il faut sortir de ce dialogue. Parce que le dialogue qui est à l'ère de ce système, il est là pour vous maîtriser, il est là pour vous humilier, il est là pour vous faire du mal, pour faire en sorte que vous n'arrivez pas à trouver les paroles nécessaires pour montrer où est la vérité. Donc on a trop souvent tendance à être pris. Moi je m'en souviens, j'ai vécu comme 27 ans en France, j'ai une éducation. Ici en France, je me souviens de l'école, je me souviens de bien des choses. Il y a une formatisation de notre conscience. Et cette formatisation, elle ne nous aide pas à sortir du système. Le cœur nous aide, bien sûr, le cœur nous aide à en sortir, nous aide à vouloir du moins en sortir. Mais la formatisation de notre conscience ne nous aide pas beaucoup à en sortir. Moi, ça m'a fait un bien énorme de pouvoir vivre à l'étranger, en Finlande, ce pays d'une grande simplicité, la Russie, un pays du cœur, pour pouvoir comprendre un petit peu dans quel monde on est ici, dans quel monde ici on vit en France. Je parle beaucoup de la magnanimité, à mes élèves, parce que la magnanimité est la vertu qui produit la grandeur, la vertu qui permet aux gens de sortir justement de cette pusillanimité dans laquelle on veut nous maintenir. Et il y a en fait pour la magnanimité, pour le devant de la magnanimité, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire constamment. À part ce que je viens de vous le dire, qui est la base de toute chose, qui est cette recherche de la vérité, cette capacité de dépasser certaines formatisations idéologiques. Il faut, et on en parlait un petit peu hier, il faut ne pas avoir peur, bien sûr, de prendre des risques. C'est-à-dire qu'on a tous peur de prendre des risques. Il faut avoir le courage de se tromper. Il faut avoir le courage de savoir qu'on ne peut pas tout faire parfaitement et que dans l'action, on peut toujours se tromper. Et que donc, il ne faut pas avoir peur de ces erreurs. La pusillanimité est quelque chose de terrible, parce que la pusillanimité nous fait prendre peur, nous fait avoir peur de prendre des risques. Parce que celui qui pusillanime, il a peur de l'action, parce qu'il a peur de se tromper. Alors qu'un magnanime, lui, de quoi a-t-il peur? Le magnanime, il a peur d'une seule chose, c'est le manque d'action.
Pourquoi? Parce que la magnanimité, c'est la vertu à la fois de la contemplation et de l'action. C'est la vertu de ces gens qui sont profonds et qui transforment cette profondeur en action. C'est la vertu des contemplatifs et des actifs en même temps. C'est une vertu très complexe. Pourquoi? Parce que parmi nous, il y a des gens qui sont poussés à la contemplation parce qu'ils ont un tempérament plutôt mélancolique. Il y en a d'autres parmi nous qui sont poussés à l'action parce qu'ils ont un tempérament plutôt colérique. Et donc, biologiquement, on est poussé dans une direction ou dans une autre. Et la magnanimité est là pour te dire, attention, biologiquement, tu es poussé vers l'action, vers la contemplation, mais pour pratiquer la vertu, il faut donc que tu compenses. Si tu es un être profondément contemplatif, eh bien, il faut que tu développes l'audace. Parce qu'il faut que tu passes à l'action. Le rêve, c'est beau, mais le rêve, il faut le transformer en mission. Il y a beaucoup de gens qui rêvent, les pusillanimes rêvent beaucoup aussi, mais ils rêvent pour jouir du rêve. Alors que le magnanime, lui, il ne rêve pas pour jouir du rêve. Le magnanime, il rêve pour mettre le rêve en action immédiatement. C'est pour ça que le magnanime est une personne dangereuse. Parce que son rêve n'est pas un rêve théorique. C'est pas un rêve fermé sur lui-même. C'est pas un rêve de jouissance. C'est un rêve d'action. Et donc il voit les conséquences pratiques immédiates de ce rêve. C'est pour ça que le magnanime est une personne dangereuse. Pour certaines personnes, bien sûr, pour le régime idéologique. Donc chacun d'entre nous ici est appelé fondamentalement à réfléchir sur sa condition biologique, qui est son tempérament, qui le pousse dans une direction ou dans une autre, et de se dire, bon, moi j'aime réfléchir, j'aime penser, j'aime être seul avec moi-même, j'aime lire, etc. Et se dire, bon écoute, c'est bon, c'est très important, c'est ma profondeur personnelle, il faut que je sois un être profond, sinon la vie n'a pas de sens, mais il faut que je transforme cette profondeur en action. Et il faut que je transforme cette profondeur en mission. Il faut que ma vie soit une vie active dans laquelle je vais avoir une influence positive sur les êtres humains pour que je sois vraiment un être fondamentalement magnanime. Et d'autres personnes, ce sera l'inverse, elles sont toujours sur l'action, mais leur action très souvent, parce qu'elles manquent de contemplation, elles manquent de profondeur, comme disent les Américains, le workaholism, je ne sais plus comment on dit en français, c'est des gens qui sont dans l'action pour l'action. Et leur action très souvent est vide de sens, parce qu'il n'y a pas de contenu réel, il n'y a pas de profondeur. Il manque une dimension contemplative, et donc la magnanimité est là pour te dire il te faut les deux. Il faut la contemplation et l'action. Il faut que tu sois un philosophe et en même temps il faut que tu sois un actif. On est tous appelés à être à la fois des philosophes et à la fois des hommes et des femmes d'action. Et c'est ça qu'est la magnanimité, c'est ça qu'est la grandeur en réalité. Quand les gens me demandent c'est quoi la grandeur personnelle, mais la grandeur personnelle, c'est la profondeur et l'action. S'il manque une de ces deux dimensions, il n'y a pas de grandeur. S'il manque une de ces deux dimensions, il n'y a pas de grandeur. Des gens comme le professeur Lejeune, des personnes comme Alexandre Solzhenitsyn, ce sont des gens qui sont à la fois d'une profondeur extrême et en même temps ce sont des gens d'action. Ils ont les deux et c'est pour ça que ce sont des grandes personnes. C'est pour ça qu'ils ont atteint la grandeur dans leur vie personnelle. Ils ne se sont pas réfugiés sur un certain nombre de principes ou de contemplations. Ce sont des gens qui sont passés à l'action. Des gens qui ont créé une vérité, des gens qui ont répandu une vérité. Le professeur Lejeune, la mission de sa vie est très simple. Il doit répandre la vérité, cette vérité scientifique de laquelle découle une vérité morale. C'est la mission du professeur Lejeune. La mission d'Alexandre Solzhenitsyn, c'est être la mémoire de centaines de millions de personnes qui n'ont pas de langue pour parler. La mémoire d'un peuple qui a été atteint par une catastrophe monstrueuse. C'est ce que Solzhenitsyn disait de sa mission dans la vie. Sans pas eu le terme de mission, c'est ce qu'il disait de l'objectif de son existence, être la mémoire. Et il a été une mémoire. Et le professeur Lejeune, quand il pense à lui, personne n'a aussi précisément, profondément parlé de la grandeur de l'être humain. On se souviendra tous ceux qui l'ont connu, on se souviendra tous de ces exposés absolument extraordinaires sur la beauté de l'être humain à son commencement. Donc la deuxième chose plutôt, sur laquelle je voudrais insister après avoir parlé de la vérité, c'est cette idée, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Le magnanime, il a peur de l'absence d'action. Parce que la magnanimité te pousse à l'action constamment. Donc le magnanime, il ne dit pas c'est à cause des autres qu'il y a un problème. Le magnanime, il dit c'est à cause de moi qu'on n'est pas encore sorti de ce problème.
Le magnanime, il prend sur lui toute la responsabilité. Pourquoi? Parce qu'il lui se dit, si les choses n'avancent pas, c'est parce que moi, je ne prends pas sur mes épaules cette responsabilité, c'est parce que je n'agis pas personnellement. Tu vois, il voit le pusillanime, il voit les autres, il voit des ennemis partout. Il voit les ennemis partout, il voit c'est à cause d'eux qu'on a un problème. Parce que le pusillanime, il pense qu'il est incapable d'avoir une action positive sur la société. Parce qu'il pense qu'il n'est rien. Alors que le magnanime, lui, il voit immédiatement les conséquences, il se dit c'est qu'à cause de moi qu'il y a un certain nombre de choses qui ne fonctionnent pas. Il prend sur lui toute cette responsabilité de l'action. Et quand tu vois les grands hommes, tu réfléchis un peu à leur histoire, tu dis mais c'est vrai que c'est comme ça. Ce sont des gens absolument comme vous et moi. Ils n'ont rien de particulier. La seule chose de particulier peut-être qu'ils ont, c'est qu'ils ont compris ça. Si c'est pas moi, pourquoi ce serait toi? Si c'est pas moi qui fais ça maintenant, pourquoi ce serait toi? Et ils se rendent bien compte, ça doit être moi. Il n'y a aucun sens, pourquoi est-ce que ça devrait être toi? Alors que le pusillanime, il dit non, mais c'est pas possible que ce soit moi. C'est impensable que ça soit moi. Il a une vision de lui-même qui est pusillanime, il a une vision de lui-même qui est réduite. Il ne comprend pas le sens de l'histoire, il ne comprend pas que ce sont les êtres humains qui font l'histoire, et que ceux qui font l'histoire, sont les êtres humains en chair et en os, comme vous et comme moi. Seulement, ils ont compris une chose, c'est que si c'est pas moi, ben, ce sera pas toi. Et on continue, c'est aussi bête que ça, et donc ils ont continué dans le truc, quoi, pour toujours. Ça, c'est un des fondements aussi de leadership, c'est cette idée du magnanime qui est tu prends la responsabilité sur toi-même parce que tu te rends compte qu'il n'y a aucune raison que ce soit l'autre, c'est toi qui dois passer à l'action. Et que ta douleur, c'est pas l'erreur. L'erreur, c'est pas une douleur. D'ailleurs, les grands pontifes du management mondial, Peter Drucker, qui était le fondateur de la science du management, il disait toujours je ne nommerai jamais président d'une grande corporation commerciale quelqu'un qui a jamais fait de grosses erreurs dans sa vie. Parce que le fait qu'il n'ait jamais fait de grosses erreurs, c'est le signe que c'est un médiocre. C'est une vérité. Pourquoi? Parce que quand on prend beaucoup de décisions, quand on va beaucoup de l'avant, quand on prend beaucoup de risques, parce qu'on veut obtenir quelque chose d'extraordinaire, on fait beaucoup d'erreurs. Et parfois on fait des très grosses erreurs. Mais le magnanime, il ne s'arrête pas à ses erreurs. Il apprend de ses erreurs. Il se rend compte que ce qui est bien pire, ce n'est pas l'erreur. Ce qui est pire, c'est l'action, l'absence d'action. C'est ça qui te détruit de l'intérieur, qui te fait tomber dans le désespoir, et qui fait que tu deviens un être humain absolument inefficace, et que tu ne contribues plus du tout au bien commun de l'humanité. Donc il ne faut pas avoir peur des erreurs. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Ce qu'il faut, c'est avoir peur, fondamentalement, de ne pas passer à l'action, de ne pas agir, et de tomber dans cette pusillanimité. Une autre chose qui est très importante, c'est la colère. La colère. Quand on pense à colère, moi je pense à Martin Luther King. Martin Luther King, c'était un homme fondamentalement mélancolique. Il avait des crises de mélancolie absolument incroyables. C'était un écrivain. Ses speeches sont vraiment très connus dans le monde entier. C'est les meilleurs speeches qui ont jamais été prononcés. En plus, ils sont sortis du cœur. Il les a jamais préparés. I have a dream, j'ai un rêve. C'est quelque chose qui est sorti complètement de l'intuition. La colère. Il dit, ah oui, vous nous dites qu'il faut qu'on attende, mais ça fait 300 ans qu'on attend. Il faut passer à l'action. Toutes ces lettres sont dirigées vers l'action. Un homme qui est fondamentalement mélancolique, parce qu'il a une colère sainte, on appelle ça la colère juste, cette colère juste qui agit sur l'audace, et qui fait que cette audace nous aide à passer à l'action. Cette colère fait qu'il y a un moment où les gens passent à l'action. Et la colère devient quelque chose de très positif. Ça devient, c'est pas une vertu, mais c'est une passion qui aide la vertu à se développer, qui aide l'audace à passer à l'action. Et il faut une colère. Parce que très souvent, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a tous été beaucoup éduqués dans l'humilité. C'est un sujet dont j'aime beaucoup parler parce que je me rends compte que c'est un problème réel. Surtout dans l'éducation chrétienne, du moins l'éducation chrétienne de mon époque, on parlait beaucoup de l'humilité. Et j'avais jamais entendu le terme magnanimité. Je l'ai découvert très tard, à l'âge de 40 ans, je crois. Et je me dis, ensuite, quand tu découvres ce qu'est la magnanimité, tu te rends compte, mais c'est de la folie. Qu'on nous ait éduqués dans l'humilité sans nous parler de la magnanimité.
Parce que l'humilité sans la magnanimité, ben c'est pas l'humilité, c'est de la pusillanimité. C'est ce qu'on veut réellement faire de nous, des êtres pusillanimes. Et donc, il y a bien des gens qui doivent rigoler, qui doivent être super contents. Oh, il parle de l'humilité, laisse-le parler de l'humilité. Il faut que les chrétiens parlent de l'humilité. De plus en plus. Comme ça, on n'aura pas de problème. Ils vont rester humbles, ils vont rester dans leur sacristie. Ils demanderont pardon pour tout ce qu'ils font, ils ne passeront jamais à l'action, il n'y aura pas de rêve, il n'y aura pas de grandeur, il y aura beaucoup de modestie, beaucoup de pusillanimité, très peu d'action. Et le monde sera entre nos mains. Voilà. Ils nous laisseront tranquilles, au nom de l'humilité. C'est un mensonge monstrueux. Voilà un autre mensonge dans lequel les chrétiens ont été victimes. Les chrétiens ont été victimes pendant de très nombreuses années, certainement pas vous, mais des gens que vous connaissez, ont été victimes de l'humilité. C'est terrible, être victime de l'humilité, en arriver à ce point-là. C'est comme être victime de la vérité. On devient victime d'avoir été éduqué par ce concept de l'humilité qui est en fait, qui n'est pas l'humilité. L'humilité, c'est la vérité. Donc c'est la vertu de ceux qui vivent dans la vérité sur eux-mêmes, sur les autres et sur Dieu. Et la vérité, c'est que vous et moi, on a des talents. On n'a pas que des défauts. On a beaucoup de talents et on a une dignité incroyable. Et donc, la vérité te pousse à comprendre qui tu es. Elle te pousse à avoir le sens de cette vocation incroyable à la grandeur que tu as. Elle te pousse à comprendre les talents que Dieu t'a donnés. Et donc, cette vérité, elle te dit, d'accord, tu as des défauts comme tout le monde, mais ce n'est pas un gros problème. Tu as surtout des talents qu'il faut que tu multiplies, il faut que tu les fasses passer à l'action. Et donc, la magnanimité, elle te donne le contexte pour l'humilité. Elle t'explique que, bon, l'humilité, c'est la vérité, mais la vérité, peut-être la vérité la plus fondamentale sur toi-même, ce n'est pas tes défauts. La vérité la plus fondamentale sur toi-même, ce sont tes talents, c'est ta dignité. La vérité la plus fondamentale sur toi-même, ce n'est pas tes limitations. La vérité la plus fondamentale sur toi-même, c'est ta propre dignité. Et ce sont tes talents. Et il faut que tu les découvres à l'intérieur de toi-même, il faut que tu les multiplies, il faut que tu t'en serves pour servir l'humanité. Et ça, c'est un dialogue nouveau, dans le sens où de très nombreuses personnes sont choquées, et donc elles n'emploient jamais le mot magnanimité, elles ne le mettent jamais dans le contexte de l'humilité, et donc de très nombreuses personnes, non mais les chrétiens se disent humbles, alors qu'en réalité ce sont des pusillanimes. Et c'est terrible, parce que tu vis dans une fausse humilité, et tu penses que tu es humble, et donc tu penses que tu es proche du Christ, alors que tu es très loin du Christ. C'est quelque chose de terrible. C'est un mensonge. C'est un mensonge catastrophique. Et donc, effectivement, je répète, il est clair que ceux qui sont au pouvoir dans leur société, ils n'ont aucun désir de ce que vous devenez des êtres magnanimes. Ça, c'est évident. Et c'est pour ça que lorsqu'une révolution éclate, que ce soit la révolution française ou la révolution bolchevique, qui on tue en premier? Eh bien, on tue les magnanimes. On va les chercher jusque dans les chiottes, disait Poutine, pour les tuer jusqu'au dernier, pour qu'il n'en reste plus un seul. On les traite comme des terroristes. Et donc c'est l'enfer de toutes les révolutions. Les révolutions sont lancées par des êtres diaboliques qui ne veulent surtout pas d'être magnanimes dans la société, parce qu'ils sont beaucoup plus difficiles à gérer. Et donc on va les chercher un par un et on essaie de les anéantir. Donc je dirais que le gros challenge, la grosse mission dans laquelle on est tous appelés, en fait, c'est à redécouvrir le sens de la magnanimité. J'en parle beaucoup dans mon livre qui s'appelle « Créer pour la grandeur », qui est un livre qui est concentré sur le concept de magnanimité et sur la place qu'a la magnanimité dans l'humilité. Donc, je vous conseille de le lire et je donne pas mal de recettes pour développer cette magnanimité. La magnanimité, c'est la vertu, je répète, donc des contemplatifs qui passent à l'action, des contemplatifs qui sont à la fois des philosophes et des hommes d'action. L'humilité, c'est la vertu de ceux qui vivent dans la vérité. Quand mes étudiants me demandent souvent « Ok Alex, comment est-ce que je peux faire pour développer la magnanimité ?»
c'est le point clé de notre rencontre ici au niveau personnel pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui fait qu'une personne devienne magnanime? C'est une vertu qu'on développe, sur laquelle on doit travailler, bien évidemment. Il faut se demander quel est le point clé de cette vertu. Pourquoi? Parce que vous pratiquez le courage. C'est pas facile, mais on sait comment le faire. Ah, il faut se lever le matin, 5h du matin, dès que ton réveil sonne, tu te lèves, paf. Puis tu fais des pompes, boum, boum, boum. Même si tu n'as pas envie. Tu pratiques le courage, c'est-à-dire que tu virilises ta volonté. La maîtrise de soi. Tu as 5 bouteilles de vodka, n'y touche pas. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais tu sais comment pratiquer la maîtrise de soi. La prudence. Ah ben la prudence, tu te rends compte, si toi tu es plutôt mélancolique, la prudence, ça va consister, comme pour Hamlet, il faut passer à l'action. Il ne faut pas seulement réfléchir, il ne faut pas seulement délibérer, il faut prendre une décision. Donc si toi tu as plutôt un tempérament mélancolique, tu dis, bon, pour moi être prudent, ça veut dire pense un peu moins et prends un peu plus de tes décisions. Voilà, tu as suffisamment d'informations, agis, même si tu sais que tu peux te tromper. Si tu as un tempérament colérique, la prudence c'est l'inverse, c'est la prudence de Othello qui va être, fais attention, toi tu agis, tu tires et ensuite tu poses des questions. Une fois que tu as tué quelqu'un, tu lui demandes qui es-tu celui que j'ai tué. C'est pas bon. Donc la prudence, pratiquer la prudence pour toi ça va être délibère plus, pense un petit peu plus avant d'agir. Voilà une direction pour ton existence. C'est pas facile, mais tu sais comment le faire. Pratiquer la justice. Pratiquer la justice, ça veut dire sois un meilleur, communique mieux avec les gens, pratique l'empathie, pratique l'amitié, apprends à écouter les gens, apprends à leur pardonner, apprends à donner à chacun ce à quoi il a droit. Donc apprends à comprendre ce qu'est la dignité humaine, apprends à communiquer avec les gens. C'est pas facile pour bien des gens, mais on sait comment le faire. Alors la magnanimité. La magnanimité, c'est quelque chose de tout à fait incroyable parce que c'est beaucoup plus complexe. La magnanimité, c'est pas une question de viriliser la musculation, c'est pas une question de donner plus de lumière à son intelligence. La magnanimité, c'est une vision de soi-même. C'est une vision de soi-même, c'est une vision des autres, c'est une vision de la grandeur qui fait que on devient magnanime pratiquement par osmose lorsque on s'entoure de gens qui sont magnanimes. Parce que sinon, on ne saisit pas ce que ça veut dire qu'être magnanime. Quand tu es entouré de pusillanimes, tu ne sais pas ce que ça veut dire qu'être magnanime. Dans la réalité. Parce que tu n'as aucun moyen de comparaison. C'est comme une personne qui est née dans une petite province, dans un petit village, et qui n'en est jamais sorti. Pour elle, ce petit village, c'est le monde. Et pour avoir une conscience de ce qu'est la grandeur de la planète, il faut qu'il sorte de ce petit village. Et qu'il commence à voyager. C'est pareil la magnanimité. La magnanimité suppose que chacun d'entre nous ait une discipline de vie qui lui dit il faut que je m'entoure de grandeur. Il faut que mon environnement soit un environnement de grandeur. Parce que si tu passes ton temps sur ton ordinateur à voir ce qu'ils veulent te vendre, un certain nombre de produits, ou ceux qui veulent te manipuler idéologiquement t'envoient tous les jours, la chance de devenir magnanime est zéro. Tu es comment manipulé par ces gens pour rester dans ta pusillanimité. Donc il faut une discipline de vie qui te dit, moi ce que je veux, c'est que j'ai besoin d'un entourage qui soit magnanime. Cet entourage magnanime, c'est soit mes parents, soit mes grands-parents, des gens que j'ai connus, des gens que j'ai pu confronter, des gens que j'ai écoutés, des gens dont j'ai vu l'existence et qui m'inspirent, qui me disent quelque chose sur la grandeur de l'être humain. Il faut que ce soit aussi les livres que tu lis. Il faut que ce soit toute cette littérature qui te rentre dans le cœur. Il faut que ce soit les films que tu vois. Il faut que ce soit même la musique que tu écoutes, dans lequel il doit y avoir un sens de la beauté, un sens de l'art, qui, comme nous dit Platon, nous élève. La magnanimité, c'est la vertu la plus esthétique de toutes les vertus. Quelqu'un qui n'a pas un sens de la beauté pourra difficilement être magnanime. Je ne vais pas rentrer dans les considérations, ceux qui sont des spécialistes de la beauté
savent de quoi je parle. Donc il faut absolument un environnement, et pour pratiquer cet environnement, pour le maintenir, il faut avoir une volonté forte. Une volonté forte qui consiste à pouvoir pratiquer, pouvoir avoir ce cadre que l'on veut pour sa vie. Et ça, c'est la clé en fait du leadership. Et c'est la clé de la grandeur. C'est que tu ne peux pas devenir grand par toi-même. Il faut que tu aies un environnement de grandeur qui soit tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes derrière toi, et qui te pousse, qui t'élève, qui te donne l'intelligence, la force et la vision de ce qu'est cette grandeur. Sinon, ça disparaît. Je répète, ce n'est pas une question de développer le courage ou la question de développer la prudence. Il s'agit d'une question beaucoup plus fondamentale qui est la question d'élargir son cœur. La magnanimité est une vertu fondamentalement enracinée dans le cœur de la personne. Les 4 vertus fondamentales que nous connaissons, qu'on appelle les vertus cardinales depuis le 5e siècle, ce sont des vertus qui sont fondamentalement enracinées dans l'intelligence et dans la volonté. La prudence, c'est l'intelligence pratique. La justice, c'est l'intelligence pratique et la volonté. Le contrôle de soi, donc la maîtrise de soi et le courage sont fondamentalement enracinés dans la volonté. La magnanimité comme l'humilité, ce sont des vertus qui sont fondamentalement enracinées au plus profond du cœur de la personne. Dans l'intimité même, c'est la vision que tu as de toi-même. C'est quelque chose de beaucoup plus fort, ce sont des vertus énormes, ce sont des vertus qui conditionnent toute ton existence. Une personne magnanime, quand elle regarde, quand elle voit des choses mauvaises autour d'elle, au lieu de dire c'est mauvais, elle dit c'est petit. Tu vois ? Et lui... c'est la petitesse qui crée en elle des angoisses. Une personne qui n'est pas magnanime, elle fera beaucoup plus attention. Pour elle, ce qui serait important, c'est le bien et le mal. C'est bien ou c'est mauvais. Dès qu'une personne devient magnanime, bien sûr sur la route du bien, puisqu'elle est magnanime, donc elle peut être que sur la route du bien. Sur la route du bien, elle dit « Ok, ça c'est bien, mais c'est petit. C'est pas mon truc. » Quand tu éduques, une personne magnanime, quand elle éduque ses enfants, elle ne lui dit pas « Écoute, Sacha, il faut que tu fasses ça, il ne faut pas que tu fasses ça. » Ça, c'est l'éthique des règles. Le magnanime, c'est l'éthique de la vertu. Il va dire à son fils ou à sa fille « Ça, c'est pas nous. Ça, c'est pas toi. Toi, tu es complètement différent de ça. Nous, en famille, on est des autres êtres humains. On a une dignité propre. On ne fait pas ça pas parce que c'est interdit, mais parce que tout ce qui est à l'intérieur de nous-mêmes nous dit ça, c'est pas nous. C'est une éthique très profonde. C'est l'éthique de l'être. C'est l'éthique aristotélicienne. C'est l'éthique de la vertu. En fin de compte, tu fais ce que la vertu te dit qu'il faut que tu fasses. Parce que la règle extérieure te dit qu'il faut que tu fasses. C'est la vertu qui te pousse à l'action. C'est la vertu qui te dit ce qu'il faut que tu fasses. La vertu devient l'élément clé, le moteur de ton action et de ta pensée. Et plus tu développes la vertu, plus tu développes la magnanimité, plus effectivement, tu te rends compte de ce que tu dois faire. Et tu ne te satisfais pas de faire le bien. Tu ne te satisfais pas de ne pas faire le mal. Tu n'es pas satisfait lorsque ce que tu fais te semble petit, même si c'est bien. Le pusillanime qui n'est pas magnanime mais qui est un être bon, eh bien, il se contente d'être sur la route du bien. Alors que le magnanime, il ne se contente pas d'être sur la route du bien. Il veut être sur la route de l'excellence, il veut être sur la route de la grandeur, et l'excellence et la grandeur est toujours sur la route du bien. Ça, c'est évident, puisque c'est une vertu, la magnanimité. Donc, je vous répète, et ça c'est la question, c'est la chose la plus importante, en fait, que je peux vous communiquer. Tous ces êtres humains qui ont été grands, qui ont transformé l'existence de bien des personnes, qui ont fait changer le cours de l'histoire, sont des gens qui ont créé un environnement autour d'eux qui est un environnement magnanime. Cet environnement, c'est les gens que tu fréquentes. Je ne veux pas dire qu'il faut arrêter de fréquenter nos amis pusillanimes. Il est évident qu'il faut les aider à s'élever.
Mais tu ne veux pas passer ton temps avec des pusillanimes, parce que sinon tu t'affectes. Tu penses comme eux. Tu finis par devenir comme eux. Il faut que tu puisses identifier quels sont les gens avec lesquels j'ai envie de parler, quels sont les gens que j'ai envie d'écouter, quels sont les films qu'il faut que je voie, quels sont les livres qu'il faut que je lise, quels sont les livres qu'il faut que je ne lise pas, quels sont les films qu'il faut que je ne vois pas, quels sont les gens avec lesquels il vaut mieux que je ne fréquente pas trop, qui sont... Il faut avoir cet environnement. Bien sûr, il faut aller vers tout le monde, mais il faut savoir qu'on est tous des êtres relativement limités, et donc on a besoin de cette injection de magnanimité constante, sinon on perd les pédales. Donc il est très important de se fixer, ça c'est une chose très pratique, de se fixer ce cadre magnanime dont on a besoin pour notre existence, et qui fait que tu deviens plus victime de cette idéologie, de ce totalitarisme de la pusillanimité, parce que toi, librement, tu as choisi les sources de conditionnement que tu veux pour ta propre existence. Tu as librement choisi les sources de conditionnement. Tu ne peux pas vivre sans conditionnement parce que tu es un être social. Donc tu as besoin de conditionnement, soit les parents, soit les livres, tout ce qui est social a une influence sur toi. Et tu ne peux pas vivre sans la société. Sans le socium, tu ne peux pas vivre parce que Dieu t'a créé social. Tu es une personne et tu es un être social en même temps. Mais ce que tu peux faire, c'est décider, choisir ces sources d'influence que tu veux pour ta propre existence. Au lieu de dire, je ne choisis pas. Parce que quand tu ne choisis pas, les autres choisissent pour toi. Bien évidemment. Et les commerçants choisissent pour toi. Et les idéologues choisissent pour toi. Et eux, ils ont un plan pour toi. C'est ça le truc. Eux, toi, tu n'as pas de plan pour toi. Mais eux, ils ont un plan pour toi. C'est là qu'est l'horreur du truc. C'est qu'eux, ils ont planifié ton existence. Et ils ne veulent pas que tu fasses de plan, parce qu'ils veulent que le plan, ce soit ce que eux ont choisi. Et alors toi, tu arrives et tu leur dis, non, messieurs, votre plan, il n'est pas pour moi. Faites ce que vous voulez avec les autres, mais pas avec moi. Moi, j'ai un plan pour moi, un plan de formation personnelle, un plan d'environnement pour moi-même. Je ne vous laisse pas rentrer dans ma maison. Et ta maison, c'est pas seulement ton foyer, ta maison, c'est tout ce qui t'entoure. C'est tout ce qui t'entoure. Donc il faut ici, et ça c'est les enjeux fondamentaux de leadership, il faut être capable de prendre une décision forte sur notre existence. Il faut souvent faire un examen de soi-même pour savoir si réellement on vit dans ce cadre de magnanimité, cet entourage de magnanimité, cet environnement magnanime que l'on crée pour soi-même. Et il faut constamment, ne serait-ce que tous les mois peut-être, ou plusieurs fois par an au moins, revenir et penser, bon, quel est mon environnement ? Quel est mon environnement ? Quel est l'environnement que chaque jour, j'ai autour de moi, faire un plan, refaire les plans, les actualiser ces plans. Et c'est comme ça qu'on a la magnanimité. Et je vous rappelle aussi dans l'éducation des enfants l'importance de dire, de pas dire on fait pas ça parce que c'est interdit ou fait ça parce que c'est pas interdit, mais de rappeler à l'enfant, ça c'est pas toi. Ça c'est toi. Ça c'est ton talent, ça. Ça c'est ce à quoi tu es appelé. Que le garçon ou la fille puisse dire à l'âge de 10 ans, je sais qui je suis. Je sais à quel monde j'appartiens. Je sais quelle est ma dignité. Et c'est une personne libre. Et quand elle aura 15 ou 20 ans, elle n'oubliera jamais ces concepts. Je fais ça parce que je suis ça. Et je ne fais pas ça non pas parce que c'est interdit par la loi morale ou par la loi civile ou par la loi pénale. Je ne fais pas ça parce que ça, c'est pas moi. C'est pas moi. Je ne calomnie pas les gens. Pourquoi ? Pas parce que je vais aller en tôle, mais parce que je ne appartiens pas à ces gens qui calomnient. C'est un autre monde. Tu vois ? C'est un autre monde. C'est le monde, en fait, des gens qui ont tout ce potentiel éducatif qui fait que ces gens deviennent des gens absolument incroyables, avec un sens de dignité propre qui a été développé par la pratique de la vertu, qui savent parfaitement où ils vont et qui deviennent facilement des êtres magnanimes. Ça, c'est l'entourage qu'il faut créer autour de soi-même, et c'est la manière dont il faut aussi lutter pour éduquer la jeunesse, pour qu'elle puisse avoir cette liberté intérieure que donne la vertu. Une liberté incroyable que donne la vertu, la confiance que la vertu, c'est la direction. Aristote le disait déjà à son époque, on perçoit la réalité à travers le prisme de son caractère.
C'est-à-dire que tu perçois la vérité à partir du moment où tu as une volonté forte et tu as un cœur pur. Si tu n'as pas une volonté forte et un cœur pur, ton intelligence ne fonctionne pas normalement. Donc cette vérité que tu perçois, ce n'est pas la vérité, c'est une partie de la vérité, celle qui satisfait tes instincts primaires. Et tu appelles vrai quelque chose qui n'est pas vrai, parce que ta volonté n'est pas suffisamment forte pour te l'indiquer, pour te le montrer, que tu te trompes. Et donc la personne humaine, on en parlait, le cœur, l'intelligence, la volonté sont trois choses qui fonctionnent constamment ensemble. Tu ne peux jamais les séparer l'un de l'autre. On ne peut jamais les séparer, sinon on tombe soit dans le rationalisme, qui est une castration de la ratio humaine, puisque le rationalisme ne croit plus en l'intuition, il ne croit qu'en ce qu'on peut voir, qu'en ce qu'on peut démontrer mathématiquement, mais l'être humain, il est limité, celui qui pratique ce type de rationalisme. Donc le rationalisme, c'est en fait une déformation de l'esprit humain. La rationalité, oui, mais pas le rationalisme. Le rationalisme nie l'intuition, il nie cette catégorie évidente qu'il y a dans le cœur de chaque personne de comprendre un certain nombre de choses, de voir un certain nombre de choses sans avoir besoin de la pensée logique. C'est une réalité de la personne humaine, cette intuition de base. Ensuite, donc, si on n'a pas une volonté forte, si on a une volonté qui n'est pas liée au cœur et qui n'est pas liée à l'intelligence, on tombe dans le volontarisme. Le volontarisme qui est « il faut faire ça parce qu'il faut le faire ». Et alors on éduque les enfants, non, il faut faire parce qu'il faut le faire, le devoir. Quelle horreur, le devoir. C'est horrible d'éduquer les enfants dans le sens du devoir. Excusez-moi de l'expression, parce que c'est pas dans le sens du devoir qu'on doit éduquer les enfants. Il faut leur faire comprendre que derrière ce devoir, il y a l'être. C'est-à-dire que ce n'est pas le devoir pour le devoir. Ton devoir, c'est la conséquence de ce que tu es. Ce n'est pas le devoir pour le devoir, c'est la conséquence de ce que tu es. Il faut que ton cœur, d'abord, ait emmagasiné tout ça. Il faut que ton cœur dise oui à tout ça. Sinon, tu vas craquer. Tu vas exploser. J'ai connu tellement de gens volontaristes qui ont explosé dans leur propre existence parce que le cœur n'était pas bien ficelé, le cœur n'était pas bien purifié, le cœur n'était pas partant dans l'expérience. C'est la volonté seule qui était partante dans l'expérience, mais pas le cœur. Il y a un moment où la personne explose. La personne explose complètement, au nom du devoir. Parce que son cœur n'est pas involucré, son cœur n'est pas dans l'action, c'est seulement sa volonté qui est. Ce sont des petits Bismarck. Et puis la troisième chose, c'est le sentimentalisme. C'est la personne qui est gros cœur, mais il n'y a pas de volonté virile, et il y a une intelligence faible. Et donc tout est au niveau des émotions, au niveau des sentiments parfois même, des sentiments très élevés, mais il n'y a pas de réalisation concrète. Il n'y a pas de réalisation concrète et cette personne en tant que personne s'effondre. Donc trois choses qu'il faut éviter dans notre existence. C'est le rationalisme, le volontarisme et le sentimentalisme. Il faut que ces trois choses, le cœur, l'intelligence et la volonté, fonctionnent ensemble à chaque instant. Et il faut savoir que la base de tout, c'est quand même le cœur. Tout prend naissance dans le cœur. Et c'est là que prend naissance cette magnanimité, cette humilité réelle. On parle des magnanimes de cœur, on parle des humbles de cœur. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment dans le cœur que prend naissance ces vertus. Cette vision de la personne humaine, c'est la vision de soi-même, vision des autres, vision de Dieu. Cette vérité dans laquelle on doit vivre. Voilà, et c'est ça qui nous pousse en fait à l'action et qui nous pousse à transformer tous ces rêves que l'on a à l'intérieur de nous-mêmes en action. Bien sûr, bien des choses dont je suis en train de parler actuellement, vous le pratiquez déjà depuis longtemps, parfois intuitivement, sans en avoir le mot, parfois plus rationnellement, mais ce sont des choses sur lesquelles on doit constamment réfléchir. Constamment réfléchir parce que le monde qui nous environne est un monde qui va contre cette anthropologie, et donc qui nous pousse à nous rendre et à abandonner la lutte et à devenir des petites personnes comme tous ceux qui sont petits autour. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je serais très heureux si parmi d'entre vous, certains ont des questions et me poser des questions plus précises. Mais mon idée fondamentale, elle est celle-ci. Elle est qu'on est en train de vivre un tournant historique très important dans l'histoire de l'humanité. Ça fait 100 ans qu'il y a eu la révolution bolchevique. L'année prochaine, on fêtera le 100e année.
Ce sera aussi le 100e année de Fatima. En France, ça fait 250 ans qu'on est sous l'emprise de ce système idéologique. Je pense que la France et la Russie ont énormément en commun. D'abord parce qu'ils ont eu une révolution mondiale, l'une comme l'autre. Ce sont les deux seuls pays qui ont eu une révolution qui ont eu des conséquences mondiales. Une il y a 250 ans, l'autre il y a 100 ans. Il faut avant tout avoir une vision de la vérité. Qu'est-ce qui se passe réellement? Il faut chercher cette vérité, il faut arriver à comprendre ce qui se passe. Et même cette vérité nous semble absolument incroyable. C'est une vérité réelle. Et cette vérité, bon, il faut l'aimer comme le professeur Lejeune l'avait aimé, il faut l'aimer comme Solzhenitsyn l'avait aimé. Il faut constamment penser en termes de cette vérité qui nous meut à l'action. La vérité, c'est quand même la base de toute la réflexion, et c'est la base de l'action, et c'est la base aussi du développement de la magnanimité. Là où il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de vertu. Ça, c'est un principe de base. La vertu de base, c'est la prudence, donc la sagesse pratique. Celle qui cherche à connaître la vérité dans l'action. La vérité de chaque chose, la vérité pratique. Et s'il n'y a pas de prudence, il n'y a pas de vertu. Donc avant tout, il faut se demander, est-ce que j'ai bien saisi cette vérité? Est-ce que j'ai bien compris ce qui se passe autour de moi? Et ensuite, il faut bien sûr développer la magnanimité et la volonté pour pouvoir passer à l'action. Mais à la base de toute chose, il faut se libérer de tous ces complexes qu'on peut avoir, de toute cette formatisation de la conscience que l'on a ici. En Russie, ce qui se passe, pour les gens disent, mais comment est-il possible que les Russes ne soient pas sous l'influence de cette toute idéologie du genre? C'est pas Poutine, c'est tout le peuple. Moi, j'habite en Russie, je travaille beaucoup avec la jeunesse. J'ai mon institut de leadership à Moscou, j'enseigne dans toutes les universités moscovites, je travaille avec le business, avec plein de gens. Et il y a une chose, c'est quand même remarquable, parce que ces gens, ils lisent Internet, ils sont sous l'influence aussi de tout ce qui se dit, toutes les théologies, toute la théorie du genre, etc. Et quand tu parles individuellement à chacun d'entre eux, ils disent, mais ils sont complètement fous, les Européens. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la Russie n'a pas été illustrée. Elle n'a pas été illustrée il y a 300 ans. Et donc, elle n'a pas le même programme d'ordinateur. Vous comprenez? Elle n'a pas le même programme d'ordinateur. Et donc, les Occidentaux, ils veulent infiltrer la Russie, ils veulent la faire changer de mentalité à travers ce programme d'ordinateur qu'ils ont prévu pour la civilisation occidentale, qui est une civilisation qui a connu l'illustration. Et donc, il y a un mode de pensée qui est le fruit de cette illustration avec ses plus et avec ses minus, avec ses avantages et ses défauts. Mais le Russe, il n'est pas sous ce mode d'influence. Il n'est pas sous cette influence, parce que sa mentalité est tellement différente que cette propagande occidentale, d'une certaine manière, ne rentre absolument pas. Dans la tête des jeunes, dans le cœur des jeunes, les gens sont surpris. Pourquoi est-ce qu'en Russie ça ne marche pas? En Russie ça ne marche pas parce qu'il y a Vladimir Poutine, mais ça marche pas parce que tout le peuple se trouve que c'est une folie tout ça, c'est de l'idéologie. Et ils ont déjà donné pour de l'idéologie. Pendant 70 ans, ils ont donné à fond dans l'idéologie, et ils se rendent compte que l'idéologie du genre, c'est vraiment une autre idéologie, c'est comme le communisme. Et donc ils disent ça, on n'en a pas besoin. Ils sont fous. Ils sont fous. Le communisme, on nous l'a imposé, eux, ils se l'auto-imposent. Tu vois? Et donc, il y a cette réaction saine, je peux dire, malgré tous les problèmes qu'il y a encore en Russie, parce que tu ne sors pas du communisme comme ça en 20 ans. Comme disait Solzhenitsyn, il fallait 4 générations pour y entrer, il en faudra 4 pour en sortir. Donc dans 20 ans, on en sortira. Mais 20 ans, ça passe rapidement. Bon, et la France, ça fait 250 ans, il faudra du temps pour en sortir, mais avec des gens comme vous, on s'en sortira très bientôt.